Mon oncle avait des bulles au cerveau. Ma mère m'a appelé il y a quelques jours. Elle pleurait et m'a rappelé que c'était l'anniversaire de son frère Brian. J'ai été surpris d'entendre son nom. Elle n'avait pas parlé de lui depuis si longtemps que j'avais complètement oublié ce qui s'était passé. Lorsque j'ai raconté cette histoire à mon ami, il m'a dit que Reddit adorait les histoires de gouvernement qui donnent la chair de poule. Voici donc l'histoire du sombre mystère de ma famille. Je vais d'abord vous dire ce que je sais, puis je vous dirai comment je le sais. Mon oncle Brian était un nettoyeur pour une société privée sous contrat avec le gouvernement américain. Son travail, ou plutôt le travail de son équipe, consistait à récupérer ou à détruire les données secrètes des navires militaires coulés. Il pouvait s'agir de documents, de disques durs, de cargaisons, d'armes, de plaques d'immatriculation ou de cartes d'identité, ou encore de cadavres. Il effaçait les numéros de série des navires, retirait les indicateurs du pays d'origine et récupérait les pièces de valeur. Ses fonctions ne se limitaient pas à cela, mais celles-ci étaient les plus intéressantes et les plus pertinentes. Brian a effectué des plongées en haute mer entre 1969 et 1971, puis à nouveau entre 1980 et 1981. Nous ne savons pas grand-chose de sa vie entre ces deux périodes, mais nous savons qu'il s'était retrouvé dans un camp d'entraînement quelque part dans l'Arctique, probablement au Groenland ou au Canada. Pendant cette période, il ne se rendait chez lui en Arizona que 6 semaines par an, et il lui avait infligé des restrictions très bizarres. Il n'avait pas le droit d'acheter des fournitures de bureau ou des machines à écrire, ne pouvait pas dépenser d'argent, sauf avec un chéquier émis par son employeur. Il ne pouvait pas aller dans une banque pour quelque raison que ce soit, ne pouvait pas manipuler d'argent liquide, ne pouvait pas aller à de grands rassemblements ou boire de l'alcool, etc. Il ne le laissait même pas fumer des cigarettes. Il lui était interdit d'écrire quoi que ce soit, et ne pouvait donc jamais tenir un crayon, ne pouvait pas parler de son travail, et refusait même de toucher un téléphone, à une exception près. Brian devait appeler un numéro de téléphone toutes les 6 heures, quelle que soit l'heure de la journée. Il se réveillait au milieu de la nuit pour passer cet appel, ce qui énervait toujours sa femme. À chaque fois qu'il appelait, il parlait toujours de manière décontractée, comme s'il parlait à un vieil ami, et avait des conversations qui se résumaient à du bavardage inutile. Je n'ai entendu ces appels qu'une seule fois dans ma vie, et ce n'est que rétrospectivement que j'ai réalisé qu'elles étaient fortement codées. Ce qu'il disait réellement, nous ne le saurons jamais. Même lorsque quelqu'un appelait pour Brian, il ne prenait pas le téléphone. Il ne le touchait ou ne parlait que s'il composait le numéro inscrit sur le réfrigérateur. Je n'ai jamais vu une personne aussi paranoïaque dans ma vie, mais dans mon jeune âge, je trouvais son comportement inoffensif et plutôt amusant. Mon oncle a mystérieusement disparu en 1989, alors que j'avais 12 ans. Je ne l'avais rencontré que 2 fois, et à cette époque, il était à la retraite. J'étais trop jeune pour me souvenir de lui la première fois, mais la deuxième fois, j'ai préféré oublier ce qui s'était passé, et y avait presque réussi, jusqu'à ce que ma mère m'en reparle et fasse ressurgir ma mémoire. Quand nous lui avons rendu visite pendant 1 semaine à Phoenix, il était morose tout le temps. L'homme était singulièrement inamical et semblait à peine conscient de quoi que ce soit d'autre que ses propres pensées. Il était plus pensif et renfermé que n'importe qui d'autre, comme s'il s'était retiré de cette planète en laissant derrière lui un corps fonctionnel. Il regardait tout le temps par-dessus son épaule, même sur le canapé, et regardait toujours le rétroviseur quand ma mère nous amenait dîner. Je me souviens qu'il faisait constamment des choses bizarres, comme inspecter les interrupteurs de sa propre maison. Il dévissait leurs plaques et fouillait à l'intérieur, puis les remettait en place. Il regardait en l'air à chaque fois qu'il marchait dehors, comme s'il s'attendait à ce qu'une brique lui tombe sur la tête, ou peut-être à ce qu'un hélicoptère le prenne en photo. Il ne parlait qu'en utilisant des phrases courtes et de manière forcée, prenant soin de ne rien divulguer qui puisse lui attirer des ennuis. Brian semblait avoir le poids du monde sur ses épaules et avait emmuré en lui tout un lot de confessions.
Je me surprenais à m'interroger sur lui chaque soir en essayant de m'endormir. Une nuit pendant cette visite, Brian a craqué. Je ne sais pas ce qui l'a provoqué, mais il a eu une grosse crise de panique et a commencé à agir comme s'il était sous l'emprise de drogue. Au milieu d'une conversation anodine sur le canapé, il a commencé à hurler qu'il en avait marre de tous ces jeux et qu'il ne voulait plus être une gerbille. À la grande horreur de ma mère, il s'est jeté sur moi et a essayé de m'étrangler. Il a hurlé à ma mère qu'il allait m'arracher la tête pour lui montrer les circuits. Puis il a dit qu'il y avait des caméras dans mes yeux et des micros dans mes oreilles. Il m'a mordu, et quand il a vu que je saignais, il s'est sorti de sa crise et a fondu en larmes. Ma mère a essayé d'appeler le 911, mais ça ne fonctionnait pas. Alors elle a composé le numéro inscrit sur le réfrigérateur, et une femme a répondu. Ma mère lui a dit que Brian agissait bizarrement, et qu'elle avait besoin de la police et d'une ambulance. La femme a dit à ma mère qu'elle allait téléphoner immédiatement au médecin de Brian, et que tout le monde devait rester tranquille. Je refusais d'aller à l'hôpital de toute façon. Je suis hémétophobe de longue date et les hôpitaux me donnent la nausée. En moins d'une heure, un homme s'est présenté à la porte. Il s'est fait appeler Dr S. Le docteur était habillé d'un pantalon ordinaire, d'une chemise boutonnée et était rasé de près. Je me souviens avoir remarqué la rugosité de ses mains lorsqu'il a serré les miennes. Il était grand, mais il parlait trop bien pour être une brute. J'ai du mal à expliquer ce que je veux dire, mais son apparence sobre et son comportement très calme me paraissaient très menaçants, comme s'il était sur le point d'assassiner tout le monde dans la maison, un peu à la manière du personnage Patrick Bateman dans American Psycho. La chose dont je me souviens le plus à son sujet, cependant, c'est qu'il dégageait une odeur de produits chimiques, comme s'il venait de vernir du bois ou quelque chose du genre. Le docteur a eu une conversation très calme avec mon oncle sur le patio arrière, puis il s'est excusé poliment et est parti. Il a dit à ma mère et moi que Brian va bien, il a juste besoin d'un peu de repos. Je vais lui prescrire un traitement que vous pourrez aller chercher demain. Quand ma mère a demandé si c'était dangereux d'être seule avec Brian, le docteur a simplement ri et a dit « Plus maintenant, je vous le promets ». Il m'a serré l'épaule et il est parti. Deux choses m'ont vraiment perturbé dans la visite du docteur S. La première est qu'entre le bonjour et le revoir, l'homme n'est pas resté plus de 4 minutes. Qu'a-t-il bien pu dire à Brian pendant ce laps de temps? Et deuxièmement, quand j'ai couru à l'étage pour regarder le docteur partir, il n'est pas monté dans une voiture. Il a quitté le quartier à pied. Brian semblait aller mieux après la visite du docteur. Il s'est excusé auprès de moi et a dîné avec nous. Il était de bien meilleure humeur, comme s'il avait été soulagé de tous les fardeaux qu'il portait. Ma mère et moi avons dormi dans la chambre d'amis avec la porte fermée à clé cette nuit-là, simplement parce que nous ne savions pas à quoi nous attendre de sa part. Brian était comme ses interrupteurs, allumés ou éteints, mais rien entre les deux. Mais au milieu de la nuit, je me suis réveillé en entendant ma mère. La maison était sombre, la porte du patio était grande ouverte, et Brian était parti. Il n'a rien pris avec lui, ni ses chaussures, ni son chéquier, ni sa montre. Sa voiture était toujours dans le garage, et ses clés sur le comptoir. Nous avons essayé d'appeler le numéro sur le frigo, mais la ligne était coupée. Le téléphone n'a pas voulu composer d'autres numéros. Tôt le lendemain matin, quelques hommes se sont présentés à la maison. Ils ont emporté tous les biens de Brian dans des cartons et nous ont posé une tonne de questions vraiment étranges et absurdes. Des choses comme « Vous a-t-il déjà dit sa couleur préférée? Quel aliment déteste-t-il le plus? Est-il gentil avec les enfants? Est-il déjà allé à l'église? Quel est votre plus ancien souvenir de lui? Était-il droitier ou gaucher ?» L'interrogatoire nous a laissés perplexes. J'étais vraiment confus par tout ça, mais ma mère était carrément mortifiée. Quelles que soient les réponses qu'elle donnait, il doutait toujours d'elle, lui disait qu'elle devait se tromper, et lui donnait des explications ridicules pour confirmer cela. D'un autre côté, ils n'ont jamais remis en question une seule de mes paroles.
Je ne comprends toujours pas quel était le but de tout cela. Presque un an plus tard, après que le choc de sa disparition ait commencé à se transformer en un souvenir douloureux, ma mère a décidé de vendre la voiture de Brian. Sous le plancher du coffre, dans la roue de secours, elle a trouvé une cassette VHS. Elle venait de Brian. Il l'avait probablement laissée là pendant que nous dormions. Dans celle-ci, Brian se tenait quelque part dans le désert. Il avait l'air plus jeune de quelques années et semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Il décrivait la nature de son travail à ma mère et certaines des choses qu'il avait vues et faites. J'ai rassemblé tout ce que je savais de lui à partir de cette cassette et de quelques conversations entre ma mère et l'ex-femme de Brian. Je n'ai pas vu la cassette depuis que nous l'avons trouvée, et je suis sûr que ma mère s'en est débarrassée, comme Brian l'avait demandé. Mais voici les choses dont je me souviens le mieux, les choses les plus étranges et les plus effrayantes qu'il a trouvées en travaillant sur des navires et des sous-marins coulés. Des chambres qui sont restées pressurisées, où des gens semblaient vivre pendant des semaines après le naufrage du sous-marin. Certains des marins semblaient avoir perdu la tête et écrivaient sur les murs et s'entretuaient. Des bruits de coups sur la coque et dans les couloirs. Ces épaves dataient pour la plupart de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide, certaines du Vietnam. Elles dataient donc de plusieurs années ou décennies. Mais Brian jure avoir entendu SOS en morse à plusieurs reprises. Il prétend même avoir entendu une fois « Pars ». Des corps gelés, qui semblaient momifiés, suspendus dans les épaves avec des sourires sur leur visage. Lorsque la peau gèle et se détache, elle révèle un sourire. Le corps d'une jeune femme qui semblait être morte beaucoup plus récemment que les autres sur le navire. Elle portait une robe blanche flottante et ressemblait à un ange lorsque Brian l'a trouvée. Elle n'était pas déshydratée comme les autres corps. Sa peau était intacte, bien qu'elle était enfermée dans un sous-marin britannique qui a coulé dans les années 40 et qui gisait maintenant au fond de la mer du Nord. Des choses étranges sur les navires soviétiques. Expériences humaines, fœtus dans des bouteilles, restes à la fois humains et animaux, cages, chaînes, vaste réseau de prisons dans les entrailles d'un navire polaire de classe nucléaire en Arctique. Brian affirme avoir trouvé le corps de ce qui ressemblait à un bébé, flottant dans un laboratoire, mais ses membres mesuraient 80 cm de long et pendaient comme ceux d'une guêpe morte. Ses membres étaient désossés. Brian a parlé de la découverte d'un avion commercial qui n'a jamais été porté disparu. Il s'est écrasé dans l'océan et a coulé. Tous les cadavres étaient encore attachés à leur siège. Ce qui est inhabituel, c'est que l'avion a coulé à côté d'un vieux bateau et que les cadavres à bord de l'avion portaient tous des plaques militaires qui les reliaient à ce bateau. Mon esprit d'enfant de 12 ans avait imaginé les cadavres du navire marchant au fond de la mer pour aller s'asseoir dans l'avion qui s'était écrasé, dans l'espoir qu'il les ramènerait chez eux. Des scaphandriers devenus fous dans les profondeurs. 2 amis de Brian ont disparu lors d'une plongée au large des côtes de l'Alaska. L'un d'eux a été retrouvé enfermé dans une pièce du sous-marin qu'ils exploraient. Une porte qui ne pouvait être fermée que de l'extérieur. Ils étaient presque morts d'hypothermie et a juré qu'une femme sans visage l'avait enfermé là. L'autre avait réussi à enlever une petite partie de son casque, se tuant instantanément à cause de la pression. Dans les années qui ont suivi la disparition de Brian, des hommes étranges me rendaient visite de temps en temps, demandant toujours des nouvelles de Brian. Ils me trouvaient dans n'importe quel endroit et me posaient toujours des questions aléatoires. Ils étaient toujours polis, mais ne s'identifiaient jamais. Peu importe où ma mère et moi déménagions, ils nous trouvaient. Une fois, un professeur remplaçant s'est présenté à mon cours de biologie et a fait le cours. Mais à la fin de la journée, il m'a demandé si j'avais des parents qui travaillaient dans le gouvernement et si je pouvais me rappeler quelle était la couleur préférée de mon oncle. Une autre fois à l'université, ma petite amie Faye et moi sommes allés dans un bar pour l'anniversaire d'un ami. Le barman a essayé de me servir de l'alcool, je ne bois pas, et m'a demandé si j'avais envisagé de déménager à Phoenix.
Il m'a dit que son copain Brian vivait là-bas et m'a demandé si j'avais déjà fait de la plongée sous-marine. À la fin de la soirée, il m'a demandé comment allait ma mère. Plus récemment, alors que je faisais du jogging sur un sentier en forêt près de chez moi en Californie, un type à vélo m'a arrêté et m'a dit que je ressemblais à un type qu'il avait connu, Brian, quelqu'un qu'il avait rencontré dans la marine. Il a mentionné qu'il s'était perdu de vue et a dit « Aux dernières nouvelles, il vivait dans le désert ou quelque chose comme ça, loin de l'océan. Il détestait l'océan. » J'ai répondu sarcastiquement qu'il était probablement allé à Phoenix, et l'expression du gars est devenue froide, comme un poisson mort. Il a dit « Eh oui, bien sûr, il est plus heureux là-bas, j'en suis sûr. » Puis l'homme est parti. La seule chose que tous ces gens avaient en commun, c'est qu'ils empestaient les produits chimiques, tout comme Dr. S. Jill, l'ex-femme de Brian, m'a dit un jour « Ton oncle avait des bulles dans le cerveau » et m'a dit que les choses démentes qu'il disait étaient le résultat de lésions cérébrales dues à la plongée. Le mélange de gaz, la pression et les espaces restreints, associés à d'autres facteurs de stress du travail, pouvaient certainement causer ce genre de dégâts dans l'esprit d'une personne. Mais bon, Jill travaillait aussi pour le gouvernement. C'est ainsi qu'ils se sont rencontrés. Et après la disparition de Brian, elle s'est comportée comme si elle se souvenait à peine de lui. C'était presque comme si elle voulait que je l'oublie. Et maintenant que j'y pense, elle sentait toujours les produits chimiques aussi.